Il y a des millions d'années, un événement capital a eu lieu dans les plaines d'Afrique. Des grands singes quadrupèdes se sont redressés et ont marché sur leur seule patte arrière. Ce changement de posture a petit à petit entraîné une évolution de leur cerveau. Et au fil du temps, ces singes sont devenus des hommes. Les scientifiques savaient que la chose s'était produite, mais ils ignoraient quand et pourquoi. Du moins jusqu'à aujourd'hui. Dans le Sahara, un fossile vieux de 6 millions d'années baptisé Toumaï pourrait nous apporter quelques éléments de réponse. On est en train d'écrire peut-être le premier chapitre, je ne sais pas, mais on est tout près du départ, tout près. De même, les os fossilisés d'un enfant mort il y a 3 300 000 ans pourraient nous fournir des indices sur les prémices de la pensée humaine. Nous avons pu établir que de nombreuses espèces d'hominidés vivaient sur Terre à la même période. Et nous commençons à comprendre pourquoi toutes se sont éteintes, sauf une. L'espèce à laquelle nous appartenons, Homo sapiens, est devenue la seule espèce d'hominidés présente sur la planète. Quels sont les facteurs qui ont déterminé une telle évolution ? C'est pour répondre à cette question que des paléontologues passent au crible les régions les plus isolées du continent africain. Leur quête a commencé dans le pays Afar, situé dans le nord-est de l'Éthiopie et dans la vallée du Rift. Une entaille profonde de plus de 6000 km de long qui menace de couper l'Afrique en deux. Au fil des bouleversements géologiques, des millions d'années d'histoire se sont retrouvées exposées dans les couches sédimentaires. Cette région est aride et désertique. Elle est dangereuse aussi. Les rivalités séculaires et les armes modernes ont transformé le pays Afar en no man's land, où les conflits couvent en permanence. C'est dans cet environnement inhospitalier que travaille Zeray Alem Seged. Ce paléontologue recherche inlassablement les vestiges fossilisés des tout premiers hominidés. Ici, les ossements d'animaux comme les antilopes, les éléphants et les cochons sauvages abondent. Mais ceux de nos lointains ancêtres sont extrêmement rares. Un jour, Zeray Alem Seged fait par hasard une découverte incroyable qui va éclairer d'un jour nouveau les origines de l'humanité. Cet après-midi-là, on avait décidé de quadriller le flanc de cette colline. La première chose qu'on a repérée, c'est l'os d'une pommette. Le crâne est si petit qu'il doit appartenir à un bébé. Mais à sa forme, le paléontologue sait déjà qu'il ne s'agit pas d'un chimpanzé. Le crâne est pris dans une gangue de grès. Mais en le retournant, Zeray s'aperçoit qu'il renferme d'autres os. Ils étaient tout aplatis contre la base du crâne et prisonniers du bloc de grès. Une caractéristique du paysage donne une indication sur l'âge du fossile. Des couches blanches de cendres volcaniques. C'est de la cendre volcanique qui remonte à 3 400 000 ans. Puisque le fossile était situé au-dessus de cette couche, il est forcément plus récent. Cet enfant, une petite fille, a vécu à l'aube de l'évolution humaine, il y a environ 3 300 000 ans. Zeray Alem Seged la baptise Selam, qui veut dire paix en langue amharique. Puis il se lance dans une tâche monumentale, tenter de reconstituer des éléments de sa vie. Son histoire débute il y a bien longtemps. Prenez la durée totale de l'histoire écrite de l'humanité.
soit environ 5000 ans. Vous remontez aux pyramides égyptiennes, multipliez par 2, 10 000 ans. La domestication des plantes et les débuts de l'agriculture. Multipliez encore par 2, 20 000 ans. Les fresques pariétales saisissantes des chasseurs de l'âge glaciaire. Multipliez par 2 encore 6 fois, et nous voici il y a 1 300 000 ans. Époque à laquelle le premier être vivant qui nous ressemblait vraiment chassait dans les plaines d'Afrique. Remontez encore de 2 millions d'années. C'est maintenant seulement que nous arrivons à l'époque où Selam a vécu en Éthiopie, il y a 3 300 000 ans. À quoi ressemblaient Selam et sa famille? Dans quel environnement vivaient-ils? Les réponses sont cachées dans les os fossilisés de la fillette. Addis Abeba, la capitale éthiopienne. C'est ici que Zerai a d'abord fait des études en géologie. Il fait partie d'une nouvelle génération de scientifiques africains qui tentent de percer les mystères des origines de l'humanité. Après avoir rapporté son précieux fossile au musée national d'Addis Abeba, il entreprend de libérer les ossements de son enveloppe de grès. Très vite, il établit que Selam appartient à une espèce dont la majorité des spécialistes pensent que nous sommes issus. Australopithecus afarensis, un hominidé bipède de petite taille qui ressemblait à un chimpanzé. C'est aussi l'espèce à laquelle appartenait la célèbre Lucie, découverte en 1974 par une équipe dont faisait partie Donald Johansson. Lucie a été très importante parce qu'elle est un mélange de caractéristiques humaines et simiesques. Les spécimens comme Selam et Lucie sont extraordinaires, simplement parce qu'en les regardant, on suit le processus de l'évolution. Mais suivre le processus de l'évolution ne se fait pas tout seul. Les ossements fossilisés de Selam sont une masse solide emprisonnée dans une coque de grès tendre. Le nettoyage du crâne est une opération longue et délicate. Ça nous a pris des heures, des jours, des années. J'ai retiré le grès grain par grain, jour après jour. Au total, 8 années de travail seront nécessaires. Mais le résultat est à la hauteur des efforts fournis. Petit à petit, le paléontologue dégage un crâne quasiment complet, avec presque soudé à sa base la majeure partie de la colonne vertébrale et les 2 omoplates. D'autres os ont été mis au jour dans le même périmètre. Un pied quasiment complet, et là la rotule et le tibia. Jusqu'alors, on n'avait jamais retrouvé de squelette d'enfant aussi âgé et aussi complet. Les os de Selam ont beau tenir dans une boîte à chaussures, ils renferment une quantité colossale d'informations sur sa vie. Par exemple, afin de déterminer à quel âge elle est morte, Zerai Alem Seged étudie ses dents. Pas ses dents de lait qui sont encore sur la mâchoire, mais ses dents définitives, qui avaient commencé à pousser dans l'os et sont visibles au scanner. Selam avait 3 ans au moment de sa mort. Comme Lucie, Selam est le témoin d'une étape critique dans notre évolution. À la différence des grands singes, ces hominidés marchaient debout, comme l'a clairement montré le fossile découvert par Donald Johansson. Ça dépassait du sol comme ça. Je l'ai tapoté tout doucement de ma chaussure, et voilà ce que j'ai trouvé. L'extrémité supérieure du tibia. La rotule viendrait se placer juste ici. Tout près de là, j'ai aussi retrouvé cet os en 2 morceaux. Quand on les réunit, on voit bien comment ils s'articulent. Tout indique un individu bipède.
D'autres zoos confirment que Lucy marchait debout, comme nous. Voilà le bassin de Lucy. Il est très différent de celui d'un chimpanzé. De même, regardez l'orientation des os iliaques. Chez le chimpanzé, ils font face au sens de la marche. Et ça, c'est ce sur quoi vous êtes tous assis. Ils ne sont pas identiques, mais il y a nettement plus de similitudes entre ces deux-là qu'entre l'un ou l'autre et le bassin d'un grand singe. De la taille jusqu'aux pieds, Lucy était comme nous. Mais de la taille à la tête, ceux de son espèce ressemblaient clairement à des singes. Le squelette de ses lames présente les mêmes caractéristiques. Des omoplates de chimpanzé qui lui donnent l'amplitude de mouvement nécessaire pour grimper et se balancer. Ces hominidés passaient vraisemblablement du temps dans les arbres. Peut-être y dormaient-ils pour échapper aux prédateurs. Mais dans la journée, ils se déplaçaient sur leurs deux membres postérieurs. Manifestement, ils étaient aussi à l'aise dans les deux postures. Mais dans quel habitat vivaient-ils ? Un habitat certainement très différent de la vallée du Rift que nous connaissons actuellement. De l'autre côté de la frontière, au Kenya, s'étend une des régions les plus chaudes et les plus arides du monde, faite de roches volcaniques et de déserts brûlants. Du moins aujourd'hui. Car les recherches tendent à prouver que pendant la majeure partie de son histoire, cela n'a pas été le cas. Par des températures accablantes dépassant les 37 degrés, les scientifiques ont recueilli des indices d'une transformation spectaculaire dans la vallée de Suguta. La vallée de Suguta était submergée jusqu'à une altitude de 580 mètres. Il faut imaginer que toute la vallée était recouverte par un lac immense. Un lac plus profond qu'aucun des grands lacs africains actuels. En fait, le continent tout entier était beaucoup plus humide que maintenant. Il y a des millions d'années, bien avant la naissance de Selam et Lucy, l'Afrique était couverte de forêts tropicales humides. C'est ici qu'ont vécu les ancêtres de Selam et Lucy. Et ils ressemblaient probablement beaucoup plus à des singes. Puis le climat en Afrique est devenu de plus en plus sec. Peu à peu, la forêt a reculé. À l'époque de Selam, il y a entre 3 et 4 millions d'années, la vallée du Rift était une mosaïque de biotopes très différents. Nous le savons grâce aux fossiles des animaux qui ont vécu ici. Leurs ossements jonchent le sol. Ça, c'est une canine d'hippopotame. Il y a sans doute tout le squelette. Vous imaginez trouver un hippo ici? Une belle antilope? Ce sont les témoins d'un environnement aujourd'hui disparu. La mâchoire inférieure d'une antilope. Il y a 3 millions d'années, la vallée du Rift était une succession de plaines herbeuses et de zones boisées avec des lacs et des rivières. Un paysage très différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Oh, un cochon. D'après les paléontologues, nos ancêtres ont évolué au fil des transformations de leur habitat. Pendant longtemps, ils ont passé le plus clair de leur temps dans les arbres, comme les chimpanzés et les orang-outans actuels. Mais la diminution des forêts a contraint certains d'entre eux à acquérir une caractéristique que l'on pourrait croire innée. La bipédie, un des traits distinctifs de l'être humain. Mais comment cette caractéristique s'est-elle développée? Et pourquoi?
La bipédie est très inhabituelle. À part nous, il n'existe pas d'autres mammifères qui marchent sur deux pattes. C'est justement ce qui la rend difficile à expliquer. Différentes théories ont pourtant été avancées. Certains pensent qu'ils se sont redressés pour voir au-dessus des herbes hautes. D'autres, qu'ils se sont mis debout pour attraper les fruits sur les branches basses des arbres, comme les chimpanzés aujourd'hui. D'autres encore disent que c'était pour se rafraîchir plus efficacement, pour exposer une surface moindre au soleil. L'hypothèse la plus séduisante est que c'était pour dépenser moins d'énergie. L'énergie est cruciale pour la survie d'une espèce. Repartons dans les forêts épaisses où vivaient nos ancêtres primates il y a 10 millions d'années. Comme de nombreux singes, ils étaient parfaitement adaptés à leur existence arboricole. Ils étaient très doués pour grimper dans les arbres. Au sol, ces hominidés pouvaient vraisemblablement marcher sur leurs pattes arrière sur de courtes distances, quand ils voulaient transporter des choses. Des grimpeurs exceptionnels, capables aussi de marcher et de courir vite, mais pas de façon économique. Marcher est fatigant, mais ils n'avaient pas à aller très loin. Quand on est un chimpanzé et qu'on ne parcourt que 3 km par jour, ça n'a pas de grosses conséquences sur vos réserves énergétiques. Avec la réduction de la forêt, leurs besoins en énergie ont cependant augmenté. Peu à peu, nos ancêtres ont été obligés de marcher davantage. Ils ont dû aller plus loin pour trouver des zones à fruits, par exemple. Spécialiste de la bipédie, Daniel Lieberman pense que les hominidés se sont mis debout pour économiser leur énergie. Quand on compare la consommation d'énergie des humains et celle des chimpanzés, le résultat est très net. Les chimpanzés ne sont pas des modèles anti-gaspi. Ils dépensent environ 4 fois plus d'énergie qu'un homme pour marcher. Qu'ils se déplacent sur 4 pattes ou sur 2, un chimpanzé ne peut pas rivaliser avec un humain. Il n'est pas taillé physiquement pour résister à la gravité. Il doit faire un effort musculaire énorme pour ne pas s'effondrer en un petit tas à chaque pas. D'après Daniel Lieberman, de petites différences anatomiques ont permis une grosse économie d'énergie. Et ont mis nos ancêtres sur le chemin de la bipédie, un chemin qui mène jusqu'à nous. Mais combien de temps cela a-t-il pris? Quand l'espèce à laquelle Lucie appartenait a été découverte, beaucoup ont cru tenir le fameux chaînon manquant entre les grands singes et les humains. Mais les avancées dans le domaine de la génétique, notamment la technique de l'horloge moléculaire, ont remis cette hypothèse en cause. Aujourd'hui, en comparant l'ADN d'espèces apparentées, les biologistes peuvent déterminer à quel moment elles se sont scindées à partir d'un ancêtre commun. L'idée est très simple. Le rythme auquel les séquences d'ADN mutent est plus ou moins régulier dans le temps. C'est extraordinaire parce que ça nous permet d'établir quand deux espèces ont partagé un ancêtre commun pour la dernière fois. Les formes de vie évoluent parce que l'ADN mute parfois spontanément en se répliquant. Or, ces modifications apparaissent à un rythme étonnamment régulier. En comptant les différences entre le code génétique des chimpanzés et des humains, on peut calculer depuis combien de temps ces deux espèces ont suivi une évolution différente. Les dates sur lesquelles on retombe tournent presque toujours autour de 5 à 7 millions d'années. C'est donc la preuve que l'espèce humaine a divergé de celle des grands singes beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait, il y a environ 6 millions d'années. Cela montre aussi que Lucie et ses lames étaient nettement plus éloignées des chimpanzés qu'on le supposait.
Elles étaient même peut-être plus près de nous que du premier ancêtre de l'humanité. Mais qui y avait-il avant elles? Qui était notre premier ancêtre? Jusque dans les années 1990, on ne disposait d'aucune archive fossile. Les paléontologues avaient passé la vallée du Rift est-africain au peigne fin, mais ils n'avaient pas réussi à trouver des fragments de plus de 4 millions d'années. Puis en 1997, Michel Brunet décide de tenter sa chance ailleurs. Nous avons décidé d'aller en Afrique, mais à l'ouest du Grand Rift. À 2600 km à l'ouest, à la lisière du Sahara, au nord du Tchad. Et c'était drôle. Si on va sur le terrain uniquement en Afrique orientale, alors on ne connaît des fossiles qu'en Afrique orientale. Telle était la situation. L'anthropologue trouve quelques rares fossiles d'animaux qui remontent à environ 6 millions d'années. Mais personne n'imagine qu'il puisse y avoir des fossiles humains dans des couches aussi anciennes. Il disait non, il n'y a pas de fossiles. Michel Brunet ne se laisse pas décourager pour autant. Pour beaucoup, son entêtement confine à la folie. Avec son équipe, il passe des années dans le désert à chercher des traces de nos ancêtres. Sans résultat. C'est au cours de leur 26e campagne, en 2001, qu'ils mettent au jour un crâne déformé, vieux de 6 millions d'années. Ils l'appellent Sahelanthropus tchadensis. À part le crâne, ils ne retrouvent aucun autre ossement. S'agit-il d'un hominidé ou d'un singe? Le crâne est tellement abîmé que c'est difficile à dire. Il va d'abord falloir le reconstituer. L'anthropologue commence par porter le crâne baptisé Toumaï à l'ESRF de Grenoble, qui dispose d'un synchrotron à rayon X. Plus d'1 millier de photos du fossile sont prises, et la structure est ensuite reconstruite 3D. Sur la base de cette image virtuelle, le crâne est réassemblé dans sa forme originale. Puis il est reproduit par stéréolithographie, un procédé qui permet de fabriquer un moulage à partir d'images numériques. Lorsqu'il émerge de la machine, le crâne en résine de Toumaï est prêt à être étudié sous toutes les coutures. Grâce à ce moulage, Michel Brunet va pouvoir répondre à une question cruciale. Cet hominidé marchait-il déjà debout des millions d'années avant Selam et Lucie? C'est l'angle selon lequel le crâne est rattaché à la colonne vertébrale qui est déterminant. Or, la forme même du crâne permet de déterminer cet angle. Si on pose le crâne de Toumaï sur le squelette d'un singe quadrupède, les orbites pointent vers le bas, ce qui n'est pas anatomiquement cohérent. Mais si on pose ce même crâne sur la colonne vertébrale d'un bipède, les orbites sont orientées vers l'avant. Pour le paléontologue, c'est la preuve que Toumaï marchait debout. Anatomiquement parlant, il a un arrière-crâne de bipède. Son arrière-crâne n'est pas un arrière-crâne de type gorille, comme certains veulent le dire. Non, non, il s'agit simplement de regarder. Aujourd'hui, certains continuent de s'interroger sur la bipédie de Toumaï. Mais si Michel Brunet a raison, son fossile âgé de 6 millions d'années pourrait en toute logique prétendre au titre de premier ancêtre de l'humanité.
Les découvertes de ce genre transforment notre vision de l'évolution humaine. Les chercheurs ont longtemps défendu une idée assez simple. L'expansion des prairies herbeuses avait poussé nos ancêtres à descendre des arbres. Ils étaient devenus bipèdes et peu après, la taille de leur cerveau avait augmenté. L'évolution vers ce qui allait devenir l'espèce humaine était lancée. Cette théorie a prévalu pendant plus d'un siècle. Pour Darwin, on était descendu des arbres, on s'était mis debout, on avait fabriqué des outils, notre cerveau avait grossi et nos canines diminué. Tout ça en même temps. Mais rien ne dit que la bipédie ait automatiquement entraîné la croissance du cerveau. D'ailleurs, entre Toumaï et Selam, tous les deux bipèdes, le cerveau est resté relativement petit. Et ils n'étaient pas les seuls dans ce cas. Sur une période couvrant des millions d'années, on a recensé une foule de bipèdes aux noms compliqués dont le cerveau avait la taille de celui d'un chimpanzé. Aurorine tugenensis. Il y a une véritable floraison d'espèces différentes. Ardipithecus ramidus. Mais il faut bien reconnaître que ces différences ne sont pas très marquées. Australopithecus africanus. Ce sont tous des bipèdes au museau massif dotés d'un cerveau de la taille de celui d'un chimpanzé. Kenyanthropus platyops. Cette succession d'adaptations a duré des millions d'années. Les paléontologues continuent de débattre pour savoir qui était notre ancêtre direct parmi ces hominidés bipèdes à petit cerveau. En tant que groupe, ils ont fait preuve d'une longévité remarquable. Alors que notre propre espèce n'est sur la Terre que depuis 200 000 ans, ils se sont maintenus environ 25 fois plus longtemps. Ils ont survécu, bien que la taille de leur cerveau ait cessé d'évoluer pendant près de 4 millions d'années. Mais cela ne veut pas dire que rien d'autre en eux n'a changé. Ils ont peu à peu commencé à présenter certaines caractéristiques humaines. Une différence essentielle entre les humains et les grands singes est la durée de l'enfance. Mais que savons-nous de l'enfance de nos ancêtres les plus anciens? On savait à peu près tout sur les adultes, mais pas grand-chose sur les enfants. Le cerveau d'un bébé chimpanzé croît rapidement. Il est presque entièrement développé quand l'animal atteint l'âge de 3 ans. Chez l'homme, cette croissance est beaucoup plus lente et prend une vingtaine d'années. Qu'en était-il de celui de Selam il y a 3 300 000 ans? Son crâne nous fournit toutes les informations nécessaires. Nous avons ses dents de lait et ses dents définitives qui nous indiquent son âge, 3 ans. Et nous disposons d'un moulage endocrânien qui nous renseigne sur son cerveau. Avec ceci, on a pu évaluer quelle taille son cerveau faisait quand elle avait 3 ans. Et en comparant avec d'autres fossiles, on peut calculer quelle taille il aurait fait si Selam avait atteint l'âge adulte. Zera Yalem Seged a donc pu calculer à quel stade de développement en était son cerveau quand elle est morte. Il connaît déjà la réponse dans le cas d'un chimpanzé. À 3 ans, le cerveau d'un chimpanzé serait formé à plus de 90%. Celui de Selam n'était qu'à 75% de sa taille adulte, ce qui semble indiquer un développement plus lent. L'enfance de Selam a sans doute été une période d'apprentissage, pendant laquelle elle a acquis les techniques de survie dont son groupe familial avait besoin dans ce monde dangereux. Ceci préfigurait peut-être déjà l'enfance prolongée des humains actuels, qui est une période de transmission et d'éducation. Mais y a-t-il d'autres éléments qui montrent que Selam s'humanisait?
Pour le savoir, il faut comparer un cerveau humain avec celui d'un chimpanzé. Voilà le cerveau de notre cousin le plus proche, le chimpanzé. Il est légèrement plus gros, proportionnellement à sa taille. Les scientifiques cherchent des indices de l'évolution du cerveau dans les circonvolutions et les sillons de sa surface. L'un d'eux s'appelle le sulcus lunatus, ou sillon lunaire. Chez de nombreux primates, on trouve ce sillon profond, appelé le sulcus lunatus. Ce sillon forme une séparation entre les aires de la vision et le reste du néocortex, où s'opèrent des processus plus complexes. Sur le cerveau humain, ce sillon n'existe pas, et le néocortex est plus important que les aires de la vision qui ont été reléguées davantage à l'arrière. Le cerveau de Selam présentait-il le sillon lunaire et le petit néocortex typique d'un chimpanzé, ou avait-il déjà évolué? Un cerveau ne peut pas se fossiliser, mais le crâne de Selam était remarquablement complet. Les spécialistes ont tout de même trouvé le moyen d'analyser les différentes structures de son cerveau. Un moulage endocrânien permet de voir les reliefs qui figuraient à la surface du cerveau. Ralph Holloway possède une collection de 300 moulages endocrâniens de divers hominidés. En tant que paléoneurologue, je cherche sur ces moulages des indications d'une réorganisation. Et c'est pour ça que le fameux sulcus lunatus est aussi important. D'après Ralph Holloway, à mesure que les hominidés proches des chimpanzés ont évolué vers des espèces comme celles de Selam et Lucy, le sillon lunaire qui délimitait l'aire de la vision s'est déplacé vers l'arrière, ce qui laissait de la place pour un néocortex plus gros. Si on regarde attentivement, on voit une dépression qui pourrait bien être le sulcus lunatus. Cela suggère que pendant la période où ont vécu les australopithèques, ces hominidés étaient plus intelligents que nos chimpanzés actuels. Si c'est le cas, cela signifie que même s'il était encore de la même taille que celui d'un chimpanzé, le cerveau de Selam avait évolué. Mais il lui restait du chemin à parcourir. L'espèce à laquelle appartenait Selam était encore très simiesque. Et il faudra encore 1 million d'années avant que les germes d'humanité contenus dans le minuscule squelette de la fillette ne portent leurs fruits. C'est une période qui reste entourée de mystères. Car sur un intervalle de près de 500 000 ans, les archives fossiles sont quasi inexistantes. Pourtant, des évolutions se sont indéniablement produites. Dans les couches sédimentaires datant de 2,5 millions d'années, les paléontologues commencent à trouver des éléments nouveaux. On serait tenté de parler de simples cailloux, mais en réalité, ils ont été taillés. Ce sont les premiers outils en pierre. Comment sait-on qu'il s'agit d'un outil et pas d'un bout de roche cassé? Parce que la cassure est très particulière. Les éclats ont été enlevés alternativement dans ce sens-là, puis dans celui-là. Il y a une méthode dans la façon dont il a été taillé. Ça n'a pas été fait au hasard. Il est peu probable qu'il soit l'œuvre d'un australopithèque, l'espèce à laquelle appartenait Lucy. Les australopithèques ont vécu 2 millions d'années et ne taillaient pas d'outils en pierre. Dans ce cas, qui les a faits? C'est difficile à dire du fait de l'interruption dans les archives fossiles. Mais cela n'est pas étonnant. Les outils se conservent assez bien. Les os, beaucoup moins. Et puis, les paléontologues ont fini par mettre au jour des crânes différents de ceux découverts jusqu'alors. Ils appartiennent à une espèce inconnue qui marque l'avènement d'une ère nouvelle, il y a 2 millions d'années.
C'est le début de notre ère et du genre Homo, l'homme. Homo habilis, le tailleur de ces outils primitifs, est le premier de la lignée. On a la preuve que ces outils en pierre servaient à briser les os longs des animaux de manière à en récupérer la moelle. On a retrouvé des traces d'entailles sur des os de tortues marines, de crocodiles, d'antilopes et même d'hippopotames, des bêtes d'une taille respectable. Ça indique que la viande occupait une place importante dans le régime alimentaire d'Homo habilis. Le premier fossile correspondant à cette espèce comprenait 21 os de la main, d'où le nom qu'on lui a donné, homme habile. Ce petit os est celui qui se trouve à l'extrémité du pouce. Et chez Homo habilis, comme chez tous les humains, il est très large. Ça veut dire que la pulpe du pouce elle-même était très large, avec une surface importante pour une saisie précise. Grâce à ses mains plus habiles, les représentants de cette espèce étaient capables de fabriquer de meilleurs outils. Mais à quoi ressemblaient-ils? Les quelques os mis au jour montrent qu'ils étaient bien plus petits que nous, à peu près de la même taille que les australopithèques comme Selam et Lucie, entre 91 cm et 1,20 m. Homo habilis possédait encore de nombreux traits simiesques, mais avec une différence essentielle. L'évolution d'Homo habilis est marquée par une croissance du cerveau par rapport à Australopithecus. Voilà un crâne d'Australopithèque. On voit qu'il n'a pas de front. Le crâne s'arrondit juste derrière les orbites. Alors que chez Homo habilis, le front est plus marqué. De même, chez les australopithèques, on note un resserrement de la zone postorbitaire liée à une zone frontale étroite. Par contre, chez Homo habilis, ce resserrement est moins marqué, ce qui tend à indiquer des capacités cognitives plus élevées. L'ère du raisonnement s'est étendue. Cette expansion correspond à un doublement du volume cérébral. On passe de 400 cm3 chez les australopithèques à 7 ou 800 cm3 chez Homo habilis. C'est un net accroissement de la capacité cognitive. Outre son cerveau plus gros, Homo habilis commence de plus en plus à ressembler à un humain. La structure des crânes fossiles a permis au paléoartiste Victor Dick de révéler le visage des tout premiers hommes. Chez Homo habilis, la mâchoire prognate du singe s'efface pour faire place à un contour plus humain. Mais cela soulève une nouvelle question. Après des millions d'années sans évolution notable, pourquoi la taille du cerveau et la capacité mentale des hominidés se sont-elles brusquement développées? Qu'est-ce qui a bien pu relancer l'évolution de l'espèce humaine il y a 2 millions d'années? Les scientifiques tentent de trouver des réponses à travers toute l'Afrique. C'est au Kenya, à la pointe méridionale de la vallée du Rift, qu'ils vont en trouver certaines. Car ici, les couches sédimentaires très anciennes sont remontées à la surface sous l'effet d'une activité tectonique intense. Il y a 10 millions d'années, l'Afrique était nettement plus humide. Une jungle tropicale qui n'a pas cessé de s'assécher depuis. Mais au Kenya, ces roches révèlent que cette tendance a été ponctuée par des changements climatiques soudains, comme nous l'explique Rick Potts, pour qui ces strates n'ont plus de secret. Cette couche représente environ 1000 ans de stabilité géologique. Ensuite, il y a eu une éruption volcanique brutale, puis la formation d'un lac pendant 500 ans, suivi d'une sécheresse. Puis le lac est revenu. Dans certains cas de figure, on peut voir tout ça dans les couches de sédiments. Grâce à son œil exercé, Rick Potts est capable de distinguer dans les couches successives le fond d'un lac
un désert de sable ou encore une éruption volcanique. Autant d'instantanés correspondant à 1 million d'années d'histoire du climat. Ces observations lui ont inspiré une théorie nouvelle et surprenante. Ces changements rapides seraient le catalyseur de l'évolution humaine. J'ai commencé à me dire que le facteur important n'était peut-être pas la savane, mais plutôt la tendance au changement de l'habitat lui-même. Se pourrait-il que la nécessité de survivre à de violentes fluctuations du climat ait poussé nos ancêtres à s'adapter? Venue d'Allemagne, une équipe de scientifiques va tenter de découvrir si ces variations climatiques étaient aussi marquées. Aussi incroyable que cela paraisse, ces immenses formations rocheuses sont constituées de l'enveloppe siliceuse d'organismes unicellulaires microscopiques, les diatomées. Il en existe de nombreuses espèces, mais toutes sont aquatiques. Ces enveloppes se sont accumulées pendant des millions d'années jusqu'à former une roche sédimentaire. Preuve que cette vallée fut autrefois un lac gigantesque. Annette Junginger analyse des échantillons de roches au microscope. J'ai découvert que ces couches blanches étaient constituées d'une espèce particulière de diatomée, qui ne vit que dans des lacs profonds. Mais entre ces couches, elle a également trouvé d'autres espèces qui, elles, ne vivent que dans des eaux peu profondes. Cela signifie qu'à cet endroit, un lac s'est formé et a disparu à de nombreuses reprises. Ces lacs étaient immenses. Ce n'étaient pas des petites mares. Et on a pu constater qu'ils apparaissent de façon cyclique. C'était des lacs d'eau douce de la taille du lac Victoria, qui remplissaient toute la vallée du Rift, puis disparaissaient. D'énormes quantités d'eau qui submergeaient la région. Une succession permanente de changements. Une période pour le moins pénible. Des changements dans les deux sens. Malgré une tendance générale à un assèchement, l'Afrique a connu une succession cyclique de changements du climat. Humide, sec, humide à nouveau, parfois en l'espace de seulement 1000 ans. Des sécheresses terribles alternées avec des épisodes orageux et des moussons. Des rivières et des forêts apparaissaient avant de céder brutalement la place à des prairies desséchées. Ça a bouleversé nos théories. Plus d'assèchement progressif, mais une alternance incroyable de périodes sèches et humides. Quelles ont été les conséquences pour nos ancêtres? Ces époques d'instabilité climatique pourraient-elles expliquer le bond dans le processus d'évolution entre les petits hominidés bipèdes et Homo habilis? Pour répondre à cette question, les chercheurs avaient besoin de données plus anciennes que celles fournies par les diatomées. Des données qui remontent à l'époque d'Homo habilis, il y a 2 millions d'années. Or, il n'y a qu'un seul endroit où les trouver. Le fond des océans. Les couches de sédiments marins racontent une histoire vieille de millions d'années. Mais pour la lire, il est nécessaire d'effectuer des carottages. Dans un laboratoire dans l'État de New York, Peter de Menocal conserve des milliers de colonnes de sable, de limon et de roches. Une véritable bibliothèque de carottes océaniques. L'un des intérêts des sédiments océaniques, c'est qu'ils s'accumulent très lentement, mais de façon graduelle et continue. Chaque carotte de 90 cm de long contient les archives des poussières transportées par le vent depuis l'Afrique jusqu'à l'océan, au fond duquel elles se sont ensuite déposées. Il faut être un spécialiste pour distinguer les différentes couches. Épaisses les années de sécheresse quand la poussière vole facilement, plus minces les années humides. En mesurant chacune d'elles, les scientifiques parviennent à établir à quel moment le climat était sec ou humide.
On lit ces strates de sédiments presque comme un livre sur l'histoire des changements climatiques de la Terre. Afin de les déchiffrer, il faut déterminer les périodes pendant lesquelles les poussières ont été entraînées vers les océans. Pour cela, il suffit de dater les coquilles des minuscules animaux marins qui ont été emprisonnés dans chaque couche. On a à la fois la date et la nature du climat. Peter Deménocal a comparé cet historique extrêmement détaillé du climat avec la grande courbe de l'évolution humaine. Au cours des 3 millions d'années qui séparent Toumaï et ses lames, période pendant laquelle le cerveau des hominidés n'a pas évolué, le climat africain a été très stable, sec, avec une tendance à l'assèchement. Puis il y a eu 200 000 ans de variations climatiques mouvementées, avec des oscillations imprévisibles entre des épisodes de sécheresse et d'humidité. C'est pendant cette période que sont apparus les premiers outils en pierre, fabriqués par des hominidés au cerveau plus gros. Mais l'Afrique était peuplée par de nombreuses autres espèces humaines. Toutes ont dû affronter les fluctuations climatiques. Durant ces périodes où le climat africain a été très instable, toutes les formes de vie ont été obligées de s'adapter. Celles qui n'y sont pas parvenues se sont éteintes, comme les espèces auxquelles Selam et Lucie appartenaient. D'autres se sont montrées plus réactives et ont survécu, comme Homo habilis. Les découvertes récentes sur l'histoire des variations climatiques ont conduit Rick Potts à élaborer une théorie audacieuse sur l'évolution de l'homme. D'après l'idée communément admise, le moteur de l'évolution humaine a été la savane, ces prairies émaillées de quelques arbres. Depuis, nous avons découvert que le climat changeait sans arrêt. Et la théorie que nous avons émise, c'est que la cause première de l'évolution, c'est ce changement lui-même. C'est à lui que nos ancêtres se sont adaptés. C'est une thèse simple, mais révolutionnaire. Notre évolution est le résultat des caprices de la nature. L'homme ne s'est pas adapté à un habitat ou à un climat. Il est le fruit du changement climatique. Nous devrions prendre exemple sur nos ancêtres et leur évolution en Afrique orientale. Voilà comment ils ont survécu. Et nous survivrons nous aussi parce que nous sommes une espèce assez maligne pour ça. Aujourd'hui, le changement climatique semble menacer l'espèce humaine. Pourtant, c'est peut-être ce même phénomène qui explique comment nous sommes devenus ce que nous sommes. Car ces bouleversements spectaculaires n'ont pas cessé brusquement il y a 2 millions d'années. Ils ont continué pendant encore 1,5 million d'années, propulsant nos ancêtres sur une voie qui, au bout du compte, a mené à l'animal le plus intelligent de la planète. L'irrésistible ascension de l'homme se poursuit donc et notre investigation L'abito in pelle, affascinante, pur senza avere le pretese, e dentro come un marinaio, lei che si muove a un ritmo inglese. Niente più, umo di blues, canta la notte in questo porto senza mare, lei tondeggiando lentamente, ora si viene a dormeggiare. Niente più, niente più, niente più, niente più. Una cascata di capelli, sogni che vivono il jazz che fatteggiare nel buio e questo mare che ci fa del bene. Niente più il suono dell'arcobaleno sulla chitarra,
sospiro perso negli acuti di una canzone mai finita. Niente più, niente più, niente più, niente più. Lampi che squarciano la nebbia, scoprendo bastoni proibiti, mani che cercano altre mani, come tra naufragi finiti. Niente più, un desiderio che si spezza come una corda troppo tesa, e questo corpo che si perde come una sigaretta accesa. Niente più, niente più, niente più, niente più. L'abito in pelle che ricopre un qualche colpo di fugace, e dentro con un'alba grigia lei tondeggiando adesso tace. Niente più, il moody blues che s'addormenta chiuso nell'amplificatore, e nella voce del silenzio lei tondeggiando se ne muore. Niente più, niente più.